Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous pour célébrer la vie. Délivrez-vous pour saluer la parole. Délivrez-vous pour donner une place au livre, au texte, à la communication. Aujourd'hui, je reçois Sony Lamar-Joseph et ça va parler communication pendant les 45 prochaines minutes. Dans la rubrique Temps Science, nous allons parler de l'arc-en-ciel. Comment ça fonctionne, un arc-en-ciel? Pourquoi autant de couleurs? Quel rapport avec la pluie? Quel rapport avec le soleil? Vous êtes sur la bonne station. Toute l'équipe technique est mobilisée. Allez, première respiration pour la rubrique Temps Poème. La rubrique Temps Poème est une rubrique qui vous permet de rencontrer des poètes. C'est une rubrique dans laquelle je vous propose des poèmes à lire et des poètes à déguster. Aujourd'hui, je vous propose Cito Cavé, lecture courante, qui est son dernier livre en date. Je suis à la page 43, info numéro 2. Dans mon immeuble à Manhattan, on ne prend pas l'ascenseur quand l'obèse s'y trouve. C'est pas qu'il bouffe tout l'espace, c'est son odeur qui pèse et il le sait. On l'a ainsi identifié. Que faire, se dit-il, pour ne pas être ce que je suis? Voici donc ma recommandation de lecture pour vous pour cette semaine. Cito Cavé, lecture courante. Et maintenant, prochaine respiration pour recevoir Sony Lamar-Joseph. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Communication, passage obligé, votre allié sûr pour réussir. Qu'est-ce qui se passe quand vous devez parler en public? Saviez-vous que la prise de parole en public arrive en tête de la liste des phobies pour beaucoup de personnes? Pas les araignées ou le vertige, mais bien parler en public. Eh bien, si vous ne le saviez pas, consciemment, votre corps le sait. Il vous fera ressentir toutes sortes de symptômes physiques et émotionnels désagréables lorsque vous avez à vous lever et faire face à une mer de visages avec l'espoir de faire passer votre message de façon convaincante et intéressante. Vos mains suent et votre bouche s'assèche. Vos genoux peuvent trembler et votre voix devenir chevrotante. Les battements s'accélèrent et la peur au ventre vous saisit. Mesdames et messieurs, cette émission est consacrée à la parole. Monsieur Joseph, bienvenue. Merci D'Angelo, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être reçu à ton show et je salue tous les téléspectateurs, les téléspectatrices de ce show qu'on vient priser et merci encore une autre fois. C'est un grand plaisir de recevoir un communicant, un communicateur. Autant établir d'entrée de jeu la ligne de nuance pour les téléspectateurs. Un communicant n'est pas forcément un communicateur. Alors je dirais rapidement que le communicateur c'est celui-là qui a un message à faire passer, qui a un élément à transmettre et qui veut s'adresser à un public et qui a un objectif bien particulier et
qui transmet son message et qui met les conditions autour de lui ou autour d'elle, ça va dépendre, pour arriver à atteindre son objectif. Mais je peux dire que le communicateur, il est beaucoup plus important que le communicant. Parce que là, le communicant n'a pas vraiment de grande responsabilité par rapport au communicateur, lui, qui assume je dirais sa parole, ses mots, et qui fait en sorte qu'il recherche un petit peu, ou qu'il cherche à maîtriser les nuances en matière de communication pour arriver à influencer ou à impacter son public. Oui. Donc le communicant, il a carrément on va dire, une scolarité en sciences de l'information et de la communication. Certainement, mais c'est peut-être pas le cas pour le communicateur, Absolument. qui lui a étudié la communication ou peut-être qui communique un message. Oui. Communication, tu nous dis, Sony, c'est un passage obligé. C'est pour reprendre la fameuse formule, on ne peut pas ne pas communiquer. Et là, tu fais référence rapidement à Palo Alto. Hein? Donc, c'est la fameuse école de Palo Alto. Hein? Effectivement. On ne peut pas ne pas communiquer. Peu importe ce que l'on fait, on communique quand même. Et c'est ça l'idée des adeptes de l'école Palo Alto. Que je vienne ici et que je reste en silence, je ne parle pas, je communique un message. Ouais. Que je prenne la parole pour échanger avec les gens, je communique un message. Que tu baisses les yeux, tu communiques. Que je baisse les yeux, je regarde quelqu'un, je communique un message. Peut-être là, on va rapidement parler des non-dits en communication et qui est beaucoup plus pluriel, en ce sens que des gens peuvent facilement interpréter, puisque je ne parle pas, je ne prends pas la parole, je reste en silence. On peut interpréter diversement mon silence et par rapport à un fait particulier. Je viens à une rencontre, je ne parle pas. Certains peut-être peuvent dire, mais est-ce que c'est parce que je suis frustré ou je ne me retrouve pas? Est-ce que c'est parce que je ne maîtrise pas la rencontre, je ne maîtrise pas ce qui est en train d'être débattu? Ou est-ce que ces gens-là, je les dégoûte? On peut avoir diverses interprétations par rapport à ce silence. Donc, on ne peut pas ne pas communiquer. Mais maintenant, ce qui est important, et c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas communiquer, mais il faut avoir ce souci de bien communiquer. Qu'est-ce qu'on veut communiquer? Qu'est-ce qu'on veut que les autres retiennent de ce que peut-être nous communiquons? Parce que là, souvent, les gens pensent que c'est en parlant seulement que l'on communique. Mais ce n'est pas forcément lorsque je prends la parole que je communique. C'est même poser cette nuance, en effet. Communiquer n'est pas parler nécessairement. Certainement. Communiquer n'est pas parler forcément. Je peux venir et ne pas parler et je communique. Et des messages assez pertinents comme ça et qui peut-être peuvent porter d'autres à réfléchir. Donc, on ne peut pas ne pas communiquer. Et ça, chacun devrait se le dire et veiller à sa posture, ses gestes, ses mimiques, ses mots, etc. par rapport à un public ou un interlocuteur. Parce qu'on vend son image à travers ce silence, on vend son image à travers ces gestes que l'on fait, on vend son image à travers ce regard que l'on porte par rapport à un fait particulier. Voilà pourquoi les gens qui en principe sont responsables et qui sont conscients, ils cherchent à tout bout de champ à agir comme de véritables acteurs lorsqu'ils sont en situation de communication ou en société. Parce que là, on nous regarde, on a des yeux rivés sur nous, et parce que justement, on a des yeux rivés sur nous, on a intérêt, lorsqu'on est en public, de veiller sur ces moindres gestes, parce que les gens vont interpréter automatiquement que l'on parle ou que l'on reste en silence. Ouais. C'est un passage obligé, et le non-verbal est d'une importance capitale, on va en parler. Ouais. Mais tu nous poses une définition de l'art oratoire. Qu'est-ce que l'art oratoire? Oratoire est un adjectif qui provient du vocable latin oratoria, et qui est lié à l'art de parler avec éloquence. Je voudrais qu'on s'arrête momentanément sur le mot éloquence. Voici un mot valise, un mot plastique, un mot qu'on rencontre un peu partout. Mais quand est-ce qu'il y a éloquence, Sony Lamar-Joseph? Alors, il y a de l'éloquence, c'est lorsque quelqu'un prend la parole et la personne est admirée. Il y a de l'éloquence lorsque la personne prend la parole et les gens ont cette envie d'entendre. Lorsque la personne fait de son mieux pour articuler ses mots, pour chercher à comprendre ou à connaître ses récepteurs. Connaître ses récepteurs en ce sens qu'il cherche à comprendre ou saisir les caractéristiques de celles et ceux qui l'écoutent. Et c'est à partir de tous ces éléments-là que l'on va pouvoir être éloquent. Parce que là, lorsque je prends la parole et que je cherche à comprendre ce qui tracasse les récepteurs, qu'est-ce que j'ai à transmettre et que la personne plus ou moins se retrouve dans ma communication, il y a une certaine sensibilité transmise à travers la prise de parole ou la communication ou le message transmis,
Mais maintenant, il y a de l'éloquence. Parce que là, l'éloquence, ce n'est pas forcément au niveau du verbe, ou la parole, ou le discours, mais il y a les gestes que j'effectue sur scène, comment est-ce que je me comporte, ça crée aussi de l'éloquence. Le regard que l'on porte sur les gens, c'est aussi un élément capital parce qu'il y a des orateurs qui prennent la parole ou des hommes et femmes politiques qui souvent prennent la parole mais qui s'en foutent pas mal de leur public, qui ne regardent pas les gens. On ne peut pas être éloquent sans prendre le soin de balayer du regard ces gens-là avec qui l'on échange. Donc ça, c'est aussi un aspect d'être éloquent. Et aussi apporter de l'âme. Par exemple, si je prends un animateur, généralement, un animateur, puisque ça vient de anima, animus, âme. Un animateur, c'est quelqu'un qui, en principe, devrait être éloquent. Parce que là, il a de l'âme, il transmet la vie aux gens. Et par exemple, quand tu animes ton émission, tu apportes de la vie et tu donnes envie aux gens de regarder. D'ailleurs, j'ai mes amis, plein d'amis qui m'ont conseillé ton émission. Qui m'ont ouvertement dit il faut voir D'Angelo Néard. Hein. Il fallait absolument que tu sois sur ce plateau, Sonny. Et qu'est-ce que ça me fait plaisir de te recevoir. Nous sommes un peu dans la même sphère de travail. Certainement. J'ai rencontré beaucoup d'amis qui m'ont conseillé, franchement, à venir participer à ton show, justement parce qu'ils apprécient la manière de présenter et le souffle, la vie que tu apportes. Donc c'est ça l'animateur. Maintenant, être éloquent, c'est tous ces éléments. C'est apprendre à maîtriser les nuances en matière de communication. Certainement, on va en venir lorsque j'aurai à parler d'Albert Mérabillon par rapport au non-verbal, etc. Mais c'est un ensemble d'éléments que l'on maîtrise et qui donne à cette personne qui prend la parole cette possibilité d'être admiré, d'être apprécié et d'être sollicité éventuellement par d'autres personnes, par d'autres groupes. Oui. L'orateur éloquent, il arrive à créer ce grand capital de sympathie. Il arrive à mettre sa vie sur la scène. Il est généreux. Il donne la meilleure partie. Il parle de lui. Justement, c'est sa vie. Il s'expose. Il partage sa vie. Il dit ce qu'il est. Et les gens se retrouvent dans son histoire. Et c'est cette sincérité du partage de lui-même qui arrive à séduire et à envelopper les gens. Justement. Et c'est bien dit. Donc, c'est cette sincérité, d'ailleurs, en matière d'improvisation. Et on le recommande lorsqu'on improvise, surtout sur un sujet quelconque. Il faut chercher à apporter un peu de sincérité, et apporter un peu du sien, de ses expériences et partager avec les gens. Peut-être là, si j'improvise, j'improvise sur la communication, mais les gens voudraient certainement entendre mes expériences par rapport à la communication. Et des expériences bonnes ou mauvaises et à travers le temps et qui m'ont permis d'être aujourd'hui ce que je suis parce que je n'ai jamais été comme ça avant. Donc il y a des gens qui voudraient quand même apprendre de tout ça et lorsqu'on est sincère, on parle de soi, on parle de ses expériences et ça inspire les récepteurs. Les gens sont en confiance définitivement. Maintenant, la question qui fâche Sonny Lamar-Joseph, pourquoi on n'est pas tous éloquents? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un grand monsieur à la barbe blanche qui a distribué le talent à certains et pas à d'autres? Pourquoi on n'est pas tous en capacité de parole facilement? Alors, je dirais rapidement, c'est juste parce que tout le monde ne respecte pas les principes. Je ne vais pas, comme certains, mettre l'accent sur tel ou tel aspect, peut-être avoir une belle voix. Je ne vais pas considérer cet aspect, parce que aussi ça compte. Parce que j'ai l'habitude de travailler avec des étudiants, des gens qui se posent cette question, mais j'ai peut-être une voix un petit peu fluette, et certains disent que je suis un petit peu, en fait, que j'ai une voix un peu féminine, trop aiguë. Trop aiguë. Il y en a qui se complexent sur la voix, en effet. Justement. Maintenant, j'essaie à chaque fois de rassurer pour dire que c'est bien, peut-être pour quelqu'un qui a une très belle voix. Mais si on n'a pas cette voix-là, on peut aussi s'imposer. Ça va dépendre. Maintenant, il suffit seulement de respecter les règles. Par rapport à ta question, je dirais rapidement que il n'est pas donné à tout le monde d'être des communicateurs. Certainement, on peut toujours échanger, parce qu'on est toujours en situation de communication, puisqu'on communique toujours. Mais il y a certains qui sont beaucoup plus doués par rapport à leur envie et par rapport à cette envie, je dirais, de toujours faire mieux. Je connais des gens qui s'imaginent que prendre la parole, c'est juste une affaire facile. Lorsqu'on se le dit, on se leurre. Parce que la communication, c'est pas aussi facile que les gens se l'imaginent. C'est jamais facile, ça demande de la performance pratique, totale. Certainement. Ça demande de la pratique, un peu de passion, il faut être passionné. Donc si on n'est pas passionné, on ne peut pas être éloquent. Absolument. Parce que si on n'a pas quand même, on n'est pas passionné, on n'a pas de la détermination, on n'est pas discipliné. Quand je dis discipliné,
Parce qu'il y a tout un ensemble d'éléments. Je ne peux pas manger n'importe quoi par rapport à ma voix, puisque cette voix que j'ai, c'est un instrument que, comme le guitariste, Absolument. comme le pianiste. Et il ne faut pas l'abîmer. Je ne peux la pas l'abîmer. cigarette, Juste, l'alcool, il y a des trucs que je ne des peux pas nuits consommer. Effectivement. à parler. Il y a des sacrifices. Pour être éloquent, cela demande des sacrifices. Maintenant, les gens qui arrivent à être éloquents, à apporter de la vie, ce sont celles et ceux qui acceptent effectivement des sacrifices, en ce sens que là, je me prépare, je ne me dis pas que c'est facile, la communication c'est facile, parce que même les gens qui communiquent à chaque fois, ils prennent du temps pour se préparer. Par exemple, pour venir participer à ton émission, ben, j'ai pris du temps, par exemple, pour réfléchir par rapport à ce qui va être débattu. Absolument. Maintenant, ce n'est pas juste venir et puis je pense que je vais pouvoir parler, dire ce que je veux. Il y a un temps de travail qui est important. Qui est important, et et en c'est sur tout. ce fait-là que Et en tu tout. insistes. Maintenant, il y a des gens qui souffrent d'une certaine maladie, une maladie bizarre, Sonny Lamar Joseph, que tu rencontres, j'imagine, au niveau des différents groupes que tu formes, que tu croises. Quand il faut prendre la parole devant 5 personnes, il y en a qui font des crises d'angoisse, il y en a qui paniquent, qui bafouillent, qui n'arrivent pas à trouver le mot juste, à avoir la bonne attitude, qui tremblent, qui sont en chute libre. Pourquoi les gens sont-ils timides, Sonny Lamar Joseph? Un élément de réponse, c'est les gens sont timides dans un premier temps lorsqu'ils ne se font pas confiance. Et si je ne me fais pas confiance, je ne peux pas demander aux gens de me faire confiance. Les gens sont timides par rapport à leur milieu, le milieu dans lequel ils ont été influencés ou ils ont grandi. Si par exemple je prends un enfant, et là, je le dis souvent à des parents qui élèvent des enfants, d'éviter de demander aux enfants de se taire lorsqu'ils prennent la parole. Et parce que souvent, l'enfant a quelque chose à dire et on lui dit « mais non, tais-toi, tu parles trop », etc. Et on casse cette envie chez l'enfant de s'exprimer. Ouais. Donc le milieu a une quelconque influence sur cet aspect-là, parce que la personne, dès son jeune âge, a toujours été un petit peu réprimée et lorsqu'il voulait ou lorsqu'elle voulait prendre la parole. Il y a aussi le milieu qui joue, dans un certain sens. Maintenant, en dehors de cet aspect-là, je dis, quelqu'un qui ne se connaît pas aussi peut être timide. Je dis souvent à mes étudiants, lorsque vous avez à prendre la parole par devant un public, peu importe lequel, et la garantie que vous devez avoir, c'est cette précaution prise préalablement pour vous préparer. Parce que même si je viens prendre la parole et si je vois D'Angelo Nea au niveau du public, je sais que c'est un fin connaisseur en matière de communication, etc. Mais la garantie que j'ai, c'est que ce que je vais avancer comme élément, D'Angelo Nea devra se secouer sa tête pour dire « Ah oui, je suis d'accord avec toi » au niveau du public. Parce que ce n'est pas juste des trucs que je vais inventer. Et lorsqu'on ne se connaît pas, lorsqu'on ne prend pas du temps pour se préparer, ça provoque du stress et on devient timide. D'où les crises d'angoisse. Les crises d'angoisse. C'est jamais donné. C'est comme pour faire des livrez-vous. J'imagine que les gens se disent, il débarque tous les jeudis, il tourne son émission. Mais ça prend du temps de préparation. Effectivement, ça prend des heures de préparation. Et les gens qui se respectent, effectivement, ils font ça. Ils consentent ce sacrifice de se préparer. Parce qu'en principe, la préparation, c'est la clé. Si j'ai à prendre la parole, si j'ai peut-être des gens à rencontrer, et je dois me renseigner sur ces gens-là. Ouais, il faut avoir une idée globale sur la psychologie collective qui sera en face de toi. Ces gens-là, est-ce que peut-être ce sont des gens formés, leur niveau d'études, etc. Parce que ça va m'influencer ou me stimuler à me préparer davantage. Par exemple, ce ne sera pas le cas si j'ai à prendre la parole par devant un public qui n'est peut-être pas un public lettré. C'est vrai que je vais devoir apprendre à connaître plus ou moins le mode, les conditions de vie de ces gens-là. Mais par rapport à un public lettré, il me faut beaucoup plus de sacrifices. C'est vrai qu'en termes de technique, Sonny, c'est important ce que tu signales là, la connaissance de son public. Il n'y a pas longtemps, j'ai piqué une crise d'angoisse devant un public d'enfants de 9 ans. On m'a invité à parler aux enfants de l'importance de la lecture. Et les garçons étaient là, à me regarder. Je ne savais pas quoi leur dire. Je me suis dit comment proposer un langage intelligible à de tout petits jeunes qui attendent que M. D'Angelo Nea. Donc du coup, le public est un facteur anxiogène lorsqu'on ne le connaît pas bien. Lorsqu'on ne connaît pas le public, effectivement. D'ailleurs, c'est l'une des responsabilités de celui ou de celle qui prend la parole. C'est de chercher à connaître son public. C'est comme un politicien, par exemple, si on travaille comme responsable de communication pour un politicien, un candidat par exemple, lorsque la personne doit
aller s'adresser à un public quelconque, mais c'est le rôle ou la responsabilité de celui-là qui est en charge de gérer la communication, de se renseigner et de dire à ce politicien ou à cette femme, voilà, les caractéristiques de ce public-là. Parce qu'il faudra justement tenir compte de ces éléments pour s'adresser aux gens. Je vais juste prendre un exemple qui m'a un petit peu... ça remonte à quelques années, je vais me garder de citer le nom de ce ministre. C'est un ministre de la Santé publique qui intervenait et qui faisait de la promotion pour la pyramide alimentaire haïtienne. Mais c'est une activité, une stratégie que la USAID avait supportée, avait financée. Mais au cours d'une conférence de presse, ce ministre, d'ailleurs j'ai réalisé même une émission autour de cette question pour aider les gens à comprendre comment la communication est nuancée et qu'il faut prendre du temps parce que là, ce n'est pas juste parler et on est reçu ou perçu. Donc, ça demande tout un ensemble d'éléments. Maintenant, ce ministre qui devait intervenir, il a convoqué les médias, les journalistes étaient là lors d'une conférence de presse. Il s'est mis à parler de l'ensemble de termes techniques et il s'exprimait en français et la stratégie concernait des gens qui ne savaient pas lire. Par exemple, c'est la pyramide alimentaire haïtienne. Donc, c'est pour stimuler des paysans, peut-être les gens qui n'ont pas de grands moyens à jumeler ce qu'ils ont comme produits, comme aliments, etc. pour manger équilibré. Mais ce ministre-là qui prenait la parole, il le faisait en français avec des termes un petit peu difficiles à comprendre. Et je m'étais dit, mais il ne parle que pour les gens lettrés, les gens qui plus ou moins ont un certain moyen, qui peuvent plus ou moins s'offrir des trucs à manger, etc., etc. Alors que le paysan qui est dans son champ, il avait besoin d'entendre le ministre parler, prononcer un discours pour le porter à comprendre, ah mais non, je n'ai pas besoin d'importer des trucs pour manger équilibré, j'ai tout ce qu'il faut dans mon entourage pour le faire. Mais le ministre parlait en français parce que justement, il y avait les bailleurs, les supporters ou les gens qui finançaient la stratégie. La communication était ciblée. Justement, maintenant tu t'imagines, le ministre s'adressait à un public, avait un discours pour un public cible. Il voulait certainement avoir un changement de comportement de la part de ces gens-là. Mais il a pris la parole, mais je te donne la garantie que les gens n'avaient pas compris. Il n'a pas mobilisé la bonne langue. Justement. Maintenant, je me suis dit, mais il aurait pu engager un traducteur pour les gens de l'USAID qui étaient là, pour traduire son discours et s'adresser aux gens en créole. Parce que les gens, au moins, auraient pu comprendre le discours, ce qu'il n'a pas fait. Et là, nous avons ce cas assez répétitif chez nous en Haïti. Des gens prennent la parole, mais est-ce qu'ils tiennent compte des caractéristiques de leur public? Non. Ils pensent que parler français, c'est ce qui va convaincre les gens, alors qu'au fond, on ne parle pas pour faire du snobisme. Et je le dis souvent, on ne parle pas pour être snob. On parle pour transmettre un message. Qu'est-ce que j'ai à transmettre? Et ce que j'ai à transmettre, à quel public je le transmets, je tiens compte de ce public-là pour avoir le discours qu'il faut, la langue qu'il faut utiliser pour convaincre ce public. Je ne vais pas juste parler français parce que justement je veux faire voir aux gens que je parle français, mais je parle français ou peut-être au créole, si c'est le créole qui permettra aux gens de saisir mon message. Ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement. Et les mots pour le dire. Arrive aisément. Sonny Lamar Joseph est sur le plateau. Délivrez-vous. Nous parlons communication. Je sais que vous êtes nombreuses, vous êtes nombreux à regarder cette émission. Dès qu'il s'agit pour vous de prendre la parole en public, c'est un tremblement de terre intérieur que vous vivez. Cette émission, elle est pour vous. Allez-y, respirez. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Communication, passage obligé. Je reçois aujourd'hui sur le plateau Délivrez-vous Sonny Lamar Joseph et la parole est à la parole. Nous parlons d'elle. Nous parlons des possibilités qui doivent être vôtres pour mobiliser en toutes circonstances une parole qui puisse participer grandement, conduire fortement à votre réussite. Vous savez, prendre la parole en public,
c'est un art de la respiration. Il faut carrément avoir en vous cette calculatrice du souffle. Et Sonny Lamar Joseph y insiste dans son livre. La respiration abdominale pour gérer le stress. Voici ce qui vous tracasse. C'est la timidité. L'une des techniques, c'est respirer. Il y a 3 manières de respirer. La respiration abdominale, la respiration costale et la respiration claviculaire. Dis-nous, Sonny Lamar Joseph, qu'est-ce que la respiration vient faire dans la gestion du stress? Ok, les spécialistes en communication disent que la respiration, c'est la clé de voûte de l'expression orale. Si je ne respire pas bien, je ne communique pas bien. Si je ne respire pas bien, je n'énonce pas mes mots comme il le faut. Et la respiration permet un petit peu d'emmagasiner de l'oxygène, ce qui va un petit peu réguler le rythme cardiaque. Quand je respire comme il faut, si peut-être là je ressens un peu de stress ou j'ai un trac par rapport en public, mais la respiration, c'est un élément capital à pratiquer pour arriver à sortir de ce noir, de ce trou dans lequel on se trouve. La respiration, et on dit généralement qu'il y a 2 moments au niveau de la respiration. Et il y a l'inspiration et l'expiration. Mais maintenant, la bonne respiration en matière de prise de parole en public, et c'est tout un cours d'ailleurs que je dispense à mes étudiants en communication, c'est cette respiration ventrale, comme on l'appelle certaines fois. C'est pas cette respiration costale ou thoracique, au niveau thoracique, effectivement, mais c'est une respiration abdominale. C'est un bol d'air qui remplit le ventre. Justement, et qui permet à la personne d'émettre des sons. Donc la respiration, permet un petit peu d'avoir cette fluidité verbale lorsqu'on prend la parole. Et j'ai le cœur qui bat trop vite. Si je respire profondément, ça va un petit peu diminuer et je reprends mon souffle, mon calme, pour pouvoir influencer et celles et ceux qui m'écoutent. Et la démarche, Sonny, est physiologique également. Respirer, c'est beaucoup d'oxygène dans le sang. Et ça permet de calmer la pression dans les artères. Certainement. D'où cette sensation de relaxation. Lorsqu'on respire, et on prend du temps pour le faire, et d'ailleurs, lorsqu'on a à prendre la parole et on ressent un petit peu... on est stressé. Et on va parler du stress tout à l'heure. Justement, maintenant, c'est toujours bien de... silencieusement, subtilement, je dirais, prendre le temps de respirer. C'est pas juste respirer, permettre aux gens de voir que l'on respire, mais c'est une respiration tranquille, et lente, et que l'on fait, et pour se mettre dans son plat et prendre la parole comme il faut et penser à ses mots et prendre la parole pour convaincre son public. Et il faut le faire mais aussi la respiration, avec finesse. Effectivement, mais la respiration, comme tu l'as dit, c'est un élément capital. On ne peut pas se passer de la respiration lorsqu'on prend la parole. Et surtout si on a du souci par rapport à telle ou telle personnalité que l'on remarque au niveau de son public, etc. Donc, l'une des techniques, la respiration, ça permet de gérer sa timidité, mais pas n'importe quelle respiration, tu insistes, c'est cette respiration abdominale. C'est inspirer l'oxygène jusqu'à remplir son ventre, et puis garder l'air pendant au moins 3-5 secondes, et puis après on expire. Et sensation de relaxation, ça travaille aussi sur la voix, c'est l'ensemble du corps. Mais il y a Dale Carnegie qui nous le dit, et on perd cette respiration avec le temps. D'ailleurs, selon Dale Carnegie, les hommes, les femmes perdent la respiration abdominale à travers le temps, mais qui est en principe une respiration que l'on a de la naissance, mais on perd ça avec le temps. On ne sait pas trop pourquoi, mais on perd avec le temps. Et souvent, je demande à des gens de respirer lors de mes cours, de respirer, et lorsqu'ils respirent, on voit justement qu'ils font monter les épaules. Parce que là, justement, ils s'imaginent que respirer, c'est... Alors qu'au fond, c'est inspirer et faire sortir le ventre. C'est inspirer et faire sortir le ventre. Et c'est ça la bonne respiration. Et Dale Carnegie nous dit que parce qu'on a perdu à travers le temps, il faut chercher à se le rapproprier. Il faut aller se ressourcer dans cette première façon de respirer. S'allonger sur le dos, avoir un objet sur le ventre et essayer de respirer pour voir si on respire bien. Et une fois capté, on garde une fois pour toutes. Et on prend l'habitude de respirer comme ça. Et veiller sur sa respiration au quotidien. Est-ce qu'on respire? Lorsqu'on respire, ce sont les épaules qui montent ou est-ce que c'est le ventre qui sort? Il faut toujours que ça se passe au niveau du ventre. Maintenant,
Le stress, Sonny Lamar Joseph, tout le monde a déjà connu des crises de stress. Moi, j'en connais, mais chaque semaine, en faisant chaque émission Délivrez-vous, en faisant chaque émission Cause Guilty pour RFI. Qu'est-ce qui explique ce stress? Comment le corps développe-t-il cette sensation si désagréable pour lui-même? Alors, il y a plusieurs explications à ça. Et le souci de bien faire peut être une source de stress. Parce que je veux faire bien, je voudrais être excellent, je voudrais vendre une image de marque lorsque je prends la parole, etc. Et ce souci que j'ai augmente le stress. Et des recherches ont démontré qu'à mesure que l'on se rapproche un petit peu d'un jour J pour prendre la parole, le stress augmente beaucoup plus. Et lorsqu'on est au moment même de prendre la parole, le stress augmente beaucoup plus. Ouais. Maintenant, c'est juste, des étudiants me posent souvent la question, mais est-ce que ça t'arrive d'être stressé? Parce que là, ça fait tellement longtemps que tu prends la parole, mais comme tu l'as dit, je dis, mais ça arrive à tout le monde. Chaque prise de parole a son enjeu, son challenge. Effectivement, chaque prise de parole a son enjeu. Et c'est effectivement ce qui a comme enjeu qui provoque ce sentiment de peur chez la personne qui prend la parole. Mais il y a ces éléments à mettre en application et c'est voilà pourquoi les conditions en termes de préparation, en termes de chercher à connaître le public pour qui on va prendre la parole et se préparer, etc. Ce sont des trucs en principe sur lesquels on va pouvoir s'asseoir et s'inspirer pour se dire mais non, pas la peine d'avoir peur parce que tu as fait ce qu'il fallait comme élément pour prendre la parole. Peut-être là, et si je me dis bon, oui, je vais avoir une très bonne présentation, alors que je n'avais rien fait pour ça. Je me mens à moi-même et même si peut-être je me le dis et me le redis, ça ne va pas forcément donner de résultat parce qu'il n'y a pas de base. Justement, il n'y a pas de base solide pouvant supporter cette pratique de se dire mais je peux avoir une bonne présentation, je peux faire impact. Donc maintenant, le stress, la peur du public le provoque et lorsqu'on ne se prépare pas également suffisamment, ça provoque le stress. Mais ce qui est important, c'est la différence, ce que je dis souvent aux étudiants, la différence entre quelqu'un qui a l'habitude de prendre la parole et quelqu'un d'autre qui ne le fait pas, c'est que celui-là ou celle qui a l'habitude de prendre la parole, il sait comment s'arranger pour gérer son stress et faire impact. Alors que l'autre, il peut venir y avoir une feuille de papier et les mains se mettent à trembler, justement parce que la personne n'avait pas pris le soin de se préparer psychologiquement et intellectuellement par rapport à cet exercice. Alors sur la timidité, Sonny, il y a une grande comédienne française qui s'appelle Sarah Bernard et l'une de ses étudiantes vient donc voir madame pour lui dire « Madame, je ne suis jamais stressée quand je monte sur scène. » Et à Sarah Bernard de lui répondre « T'inquiète pas, ça viendra avec le talent. » Avec le talent. Ça viendra avec le talent. Ça viendra avec le talent. Mais c'est normal d'être dans cet état de stress. C'est une réaction du système neurovégétatif, le corps qui se protège, le corps qui établit un périmètre de sécurité. Il faut que les gens comprennent que chaque coup de stress, c'est un effort du corps pour rester en vie. Effectivement. Et maintenant, le bon stress, il y a le bon stress. Le bon stress, c'est celui-là qui motive la personne à faire mieux. Parce que lorsqu'à chaque fois, je sens le jour venir pour prendre la parole, et je me sens un petit peu inquiet, j'ai eu certaines peurs, je me dis, attention Sonny, mets-toi au travail, continue à travailler. Et c'est ça le bon stress. Le bon stress nous stimule à nous perfectionner à chaque fois. Alors que quelqu'un d'autre peut avoir le stress et se lamenter et ne pas prendre du temps pour se préparer. Refuser carrément de parler. Parce que des fois, le stress provoque cette réaction-là. La personne reste pantois et raide et aucun son n'arrive à sortir. Justement. Mais là, tout est question de préparation. Donc, la personne doit se préparer et savoir que c'est automatique, comme tu l'as dit. Le corps, en principe, réagit par rapport à une situation qui lui semble être dangereuse. Certainement. Et maintenant, c'est à la personne consciente de se préparer et de mettre tout autour de lui ou autour d'elle comme des atouts pour arriver à impacter ou à faire impact ou influencer. Et comme conseil que tu donnes, Sonny Lamar Joseph, dans ton livre, pour gérer le stress, tu dis, c'est le 7e conseil, positiver le plus possible. Adopter une attitude positive en étant persuadé que le rendez-vous va bien se dérouler, permet à l'orateur d'optimiser son comportement. Si l'on considère que le stress est dû aux images angoissantes du type « je vais bafouiller, je ne vais pas savoir que dire, je suis moche », la relaxation mentale suggère non pas de rationaliser ces images négatives, mais de les remplacer. Il ne faut pas se dire « je suis mal habillé, je suis mal fait, je ne sais pas parler ». Il faut se dire des phrases positives de motivation. Des phrases positives de motivation et
avec certainement des sacrifices en termes de préparation. Oui, C'est ce toujours que la je veux dire. préparation. Toujours la préparation. Parce que là, je peux toujours positiver, mais si je ne fais pas ce que je dois faire, ben, rien ne va marcher. Il faut positiver, mais en plus, c'est ce qui va renforcer cet esprit positif. Et c'est ce qui va peut-être me rassurer en ce sens que, Sonny, tu as fait ce qu'il fallait. C'est en sachant que tu as matière à dire, Justement, pour de vrai. Justement, c'est en sachant que tu as matière à dire, pour de vrai, effectivement. Maintenant, je sais que je m'étais préparé, j'ai la garantie que j'ai un discours bien articulé, il y a beaucoup de cohérence, j'ai effectué des recherches, j'ai peut-être consulté des mentors, des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, etc. Et sur la base de ces éléments-là, je me dis, même si le stress vient, attention Sonny, même si en face de toi, tu as un tel ou une telle, pas de souci, parce que tu ne vas rien inventer, tu vas juste venir avec des trucs et à cette personne-là, certainement, au niveau de l'Assemblée ou de l'assistance, de se secouer la tête et se dire, ah ouais, peut-être un signe, je suis d'accord avec toi, je partage ton point de vue, ce que tu dis c'est vrai. Donc c'est juste positiver, mais positiver avec certainement le temps de ce préparation. souci de se préparer et de manière régulière. Il y a des gens qui regardent maintenant l'émission qui vont peut-être nous dire à nous deux Sonny, oh oui, je me suis préparé, oui, j'ai positivé, oui, la respiration abdominale, je connais. Néanmoins, je suis arrivé devant un public qui m'a désarçonné. Ils ne sont pas sympathiques. Tu consacres tout un chapitre aux différents types de publics, d'auditoire. L'auditoire hostile, l'auditoire critique, l'auditoire non informé. Voici un auditoire dangereux. Où ce que tu dis peut être d'une grande intelligence, mais l'auditoire, les gens qui sont là ne disposent pas des rudiments nécessaires pour participer à la réussite de ta parole. Ce qui fait que la prise de parole en public est un exercice qui demande la participation active du public. Il faut qu'il soit à même d'apprécier ta parole. Certainement. Si je viens, et voilà pourquoi celui ou celle qui prend la parole doit préalablement prendre le temps de chercher à connaître les caractéristiques de son public. Et c'est en fonction de ces éléments-là. Il ne faut pas juste aller se dire que là, j'ai eu à présenter, à faire une présentation pour un groupe d'étudiants et penser pouvoir le faire de la même manière pour d'autres personnes. Souvent, ça m'arrive de rencontrer des gens après une présentation et qui viennent me rencontrer, soit un responsable, etc., et qui souhaitent que je réplique ou j'aille présenter cette même formation et au niveau de son public ou de son assemblée ou son organisation, etc. Mais il me vient toujours à l'esprit, et c'est un must, dirait l'américain, c'est une obligation de ma part, de demander à cette personne qui veut m'avoir, c'est vrai que j'ai eu à présenter pour ce public, mais quelles sont les caractéristiques de votre public? Les publics ne sont jamais les mêmes. Ne sont jamais les mêmes. Je peux toujours avoir à présenter le même sujet, mais différemment par rapport au public, par rapport à la sensibilité du public. Maintenant, si je prends quelqu'un qui... c'est comme quelqu'un qui a été faire une présentation sur la création de richesse, par exemple. Et avec des gens qui se connaissent en entrepreneuriat, qui ont une certaine expérience dans la question d'investissement. Et puis on me demande on demande à la personne de faire cette même présentation pour des gens qui n'ont pas cette aisance ou qui n'ont pas d'argent pour investir. Il y a de ces exemples que je ne pourrais pas prendre, des exemples que j'ai pris avec l'autre groupe, le groupe de connaisseurs, que je ne prendrai pas. Avec ce groupe-là, parce que ça peut décourager ces gens. Ce public-là n'aura pas le référent. Voilà, n'aura pas le référent. Maintenant, ça, c'est un facteur important. Capital. Parce que là, lorsqu'on prend la parole, comme je l'ai dit au début, on ne prend pas la parole pour se faire voir, on ne prend pas la parole pour être snob. Et peut-être là, et après la présentation, on rencontre des gens qui vont applaudir pour dire « Waouh, tu as vraiment parlé du bon français, tu étais très éloquent, parfait. » Tandis que je le dis, je pense à un pasteur, et je fais un peu de rigolade, un pasteur qui a été transféré en province, mais c'est quelqu'un qui prenait toujours la parole en français au niveau de son assemblée, mais il était au niveau d'une mission, il a été transféré en province, et au niveau de la province, les gens, il avait les... Ils ne sont pas forcément francophones. Maintenant, il avait un petit peu perdu l'habitude de parler en français, et puis un matin, tandis qu'il se préparait à prendre la parole, il voyait entrer au niveau de l'Assemblée un monsieur costumé. Pour lui, il se disait, définitivement, parce qu'habituellement les gens viennent, et, comme l'accoutumé avec leur manière de s'habiller, leur tradition, etc., et leur sépette, couteau et puis machette pour partir dans les champs après. Mais il a vu venir un monsieur costumé, et puis il s'est dit, définitivement, il y a un notable qui nous visite aujourd'hui, et je vais prêcher en français. Et il a passé tout son temps à prêcher en français. Et après la prédication, il a fait appeler
ce notable, entre guillemets. Et puis, au notable de se présenter. Et il a dit, bon, quand même, voilà, je suis un tel, le pasteur de cette assemblée, etc. Et puis, au monsieur de dire, mais non, je suis un habitant de la zone, ça fait longtemps que je viens pas à l'église. J'avais demandé à mes parents vivant à l'étranger de m'envoyer un costume. Et j'avais promis de me rendre à l'église le premier jour avec. Donc, tu t'imagines quelqu'un qui a priorisé un élément au niveau de sa communication, oubliant le gros du public. Et peut-être il y a un autre exemple qui me monte à l'esprit, c'est une dame qui avait pris part à un culte un dimanche matin, et puis après le culte, elle est rentrée à la maison pour applaudir le pasteur, parce que selon elle, le pasteur avait très bien prêché, très éloquent, et lorsqu'on lui demande, mais c'était quoi le sujet? Ah, je me souviens de rien du tout, mais c'était super le message. Donc tu t'imagines, il y a de ces... Maintenant, je dis souvent à mes étudiants, lorsque vous prenez la parole, si vous prenez la parole et que c'est juste pour avoir ce discours, en ce sens que les gens vont vous dire « Waouh, il a parlé très bien », et puis, en résumé, ils n'ont rien saisi. Le parti pris de la parole, c'est perdre son temps. Ça ne doit pas être d'ébahir les gens, de les éblouir. C'est pas seulement ça. Mais c'est transférer réellement un message. Parce que justement, on prend la parole pour communiquer un message dans cette perspective de changement de comportement. Pourquoi est-ce que je prends la parole? Je souhaite peut-être que tu agis de telle ou telle manière. Mais si je prends la parole, j'ai pris du temps à préparer. Tu t'imagines, j'ai pris du temps à préparer un discours, j'ai pris du temps à préparer un exposé, puis après mon exposé, les gens disent que c'était bien, et puis ne retiennent rien du tout. Mais c'est du temps perdu. Il faut que les gens retiennent quelque chose. Et c'est ce souci que la personne qui prend la parole doit avoir. Ce n'est pas juste aller prendre la parole pour s'exprimer dans une langue que les gens applaudiront après, mais c'est prendre la parole dans une langue que les gens comprendront et accepteront d'agir dans le sens de ce discours pour lequel on a pris du temps, on s'est sacrifié pour venir le présenter auprès de tel ou tel public. Ça me met, Sonny, dans une trilogie de questions que je mobilise à chaque fois que moi, je vais prendre la parole en public. Qu'est-ce que je veux que les gens ressentent? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent? Qu'est-ce que je veux que les gens fassent? Je reçois Sonny Lamar-Joseph sur le plateau Délivrez-vous. Ça parle communication. Allez, respirez justement, profondément. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Prendre la parole en public, c'est carrément jouer sa vie sur scène. Prendre la parole en public, c'est donner de soi la meilleure version qui puisse exister. Prendre la parole en public, c'est tendre la main vers l'autre, c'est signifier et non le snober. Communication passage obligé, je reçois Sonny Lamar-Joseph. J'ai fait une blague pendant le temps de la pause avec Émilie qui nous maquille. J'ai dit, Émilie, j'imagine que toi, tu n'es pas timide pour parler en public. Elle m'a dit, non, je peux aisément parler en public. Mais ça m'a fait penser à quelque chose. Si on demande à Émilie de faire une communication autour du maquillage pour 200 personnes, elle sera très à l'aise à le faire. Si on demande à Sonny Lamar et à D'Angelo de faire une communication de 5 minutes sur le maquillage, nous serons dans l'incapacité de mobiliser une intelligence. Ce qui fait que parler en public, oui, mais toujours sur un secteur qu'on maîtrise. Quel est le contenu? Si on me demande de parler sur la physique quantique, je peux bafouiller, mais ce n'est pas mon domaine. Si on demande à Barreau qui réalise et surtout s'il y a des connaisseurs qui sont là. Donc il faut, oui, parler en public, mais toujours être dans ce parti pris intellectuel, cette probité intellectuelle. Ne pas parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas. Oui. Et ça, c'est peut-être c'est l'une des responsabilités d'un orateur. N'acceptez pas d'intervenir sur un sujet que l'on ne maîtrise pas. J'ai eu à faire une expérience, et là encore question de langue, je vais juste profiter pour le dire aux gens. Je me rappelle avoir été à Orlando,
Et j'ai vécu avec un oncle qui me connaît très bien en matière de communication et qui a sa fille à une école, mais c'est une école multiethnique, et des Haïtiens, Mexicains, des Américains, etc. Mais on devait clôturer l'année et on devait organiser une petite fête. Les parents étaient impliqués à inviter des gens, etc. pour l'organisation de l'événement. Et mon oncle, puisqu'il a sa fille à l'école, il m'a invité. Il me dit, mais on voudrait bien t'avoir, je peux t'inviter à animer le programme. Et puis j'ai demandé à mon oncle, mais parfait. Et j'ai cherché à me renseigner sur l'événement. Puis la dernière question que j'ai posée, c'était dans quelle langue? Ouais. Dans quelle langue? Il me dit, mais quand même, c'est en anglais. Il me dit, mais non, mais... Il dit, ah oui, en anglais? Je dis, non, je ne pourrais pas. Il me dit, mais non, mais tu parles l'anglais? Je dis, non. Mon anglais commence ici et se termine là. Ouais. Je peux improviser facilement en français dans une langue que je maîtrise, mais je ne peux pas me permettre de le faire en anglais parce que là, il y a mon image qui entre en ligne de compte. Ouais. Et comme tu l'as dit, on ne peut pas, et la personne qui, en principe, se respecte doit se le dire. Je ne peux pas intervenir. Effectivement. Ouais. Je ne peux pas me permettre, parce que là, je ne sais pas qui sera en face de moi. Je ne sais pas qui peut-être dans 5, 10, 15 ans aura à m'évaluer ou peut-être à se dire, mais je me souviens de cet homme-là. Ouais, il était venu à Orlando. Certainement. Avec voilà. Il nous en a mis partout, il faut accepter, lorsqu'on se respecte, il faut accepter de perdre des avantages aujourd'hui. Absolument. Parce que demain, on ne sait pas ce qui va venir. Et ça aussi, c'est un facteur anxiogène quand les gens interviennent sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. J'étais prof de littérature à une école. Bon, je fais mon cours avec passion, Rimbaud, Victor Hugo. Le directeur de l'école qui me dit, mais tu es adorable comme professeur. Justement, on a une chaire de sciences sociales. Et à moi de dire, mais je suis prof de littérature. Mais non, non, c'est la même chose. Dessalines, Boyer, le programme est très simple. Mais les gens, justement, très souvent, n'arrivent pas à faire preuve de cette probité intellectuelle et linguistique pour intervenir sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est des trucs qui vont vous suivre toute la vie. Parce que lorsqu'on ne respecte pas ces trucs-là, c'est comme, sans vouloir taquiner ce parlementaire, je ne sais pas s'il est toujours là, mais on se souviendra toujours de ce parlementaire qui eut à dire au Parlement et qui prenait la parole. Et ouvrons-nous dans ce pays, par exemple. Ok, ouvrons-nous dans ce pays, ou peut-être celui-là qui disait, mais il y a ma femme, bim en bim, jusqu'à la bim finale. On a eu des cas comme ça. Ou peut-être... il y a ma femme qui m'écoute et me garde. Et donc, on a eu de tout ça. Maintenant, on se souviendra toujours et pendant longtemps de ces gens-là. Et voilà pourquoi c'est toujours bien, lorsqu'on est responsable de sa communication, on veille sur ce qu'on dit et on se prépare parce que rien de ce que l'on dit ne sera mis de côté. Les gens vont toujours garder en mémoire. Ce qui peut-être était un petit peu comme une sorte de fait divers. Ils se souviendront toujours de ça. Absolument. Et là, ça fait une tâche quoi, dans une histoire, dans un parcours de vie. L'orateur, Sonny Lamar Joseph, il a un corps. Et c'est ce corps-là qu'il mobilise pour communiquer. Sa parole vient de sa bouche, sa voix. Il faut faire vibrer les cordes vocales, la gestion du souffle, de la respiration. L'orateur est dans une performance corporelle. Et tu nous dis, dans ce livre, c'est connu, que le non-verbal, ce qu'on ne dit pas, ces gestes-là qui s'échappent de nous, les regards, mobilise beaucoup de ce que nous arrivons à signifier aux gens. Il faut gérer son non-verbal. Mais comment gérer son non-verbal? Il n'y a pas à sortir de là. Je voudrais prendre le temps de citer Albert Mehrabian, ce chercheur qui, en 1967, avait effectué une recherche dans cette perspective de comprendre ce qui permet aux gens de comprendre un message transmis. C'était ça l'objectif d'Albert Mehrabian. C'est essayer de comprendre, lorsque quelqu'un prend la parole, un orateur, un journaliste, un animateur, un professeur, peu importe lequel, il prend la parole, qu'est-ce qui permet aux gens de saisir le message transmis? Maintenant, Albert Mehrabian a eu ses résultats. Maintenant, le visuel compte pour 55% de la transmission d'un message. Lorsqu'on me comprend, le visuel compte à 55%. Ce que les gens arrivent à voir, les mimiques, ma façon de m'habiller, si peut-être j'ai un rétroprojecteur, enfin j'utilise je fais une projection, j'ai un PowerPoint, etc. J'utilise un tableau, les gestes, etc. La moustache, la barbe, tout ça, la forme du nez, les gens regardent tout ça déjà. 55% le visuel. Du message. 55% passe par le visuel, ce visuel. Ce que les gens voient. Maintenant, 38% passe par l'intonation.
quelle intonation j'utilise. Est-ce qu'il y a cette musicalité au niveau de la voix? Est-ce que je parle pour convaincre les gens? Est-ce que la ligne tonale est séduisante? C'est ça, justement. Est-ce qu'il y a la monotonie dans le discours? Et ça, c'est la responsabilité de la personne qui prend la parole. Peut-être, je prononce un discours, ou je suis en chair pour prêcher, ou je présente une conférence, etc. Maintenant, il est de la responsabilité de la personne qui prend la parole de veiller sur l'intonation, parce que ça compte sur 38%. Et ce qui est un petit peu surprenant, et qui a été surprenant, et d'ailleurs que l'on reprend aujourd'hui, c'est que les mots que nous utilisons... Les mots que nous utilisons lorsque nous prenons la parole ne comptent que pour 7% selon les recherches d'Albert Rabier. D'ailleurs, et des résultats qui sont repris par d'autres chercheurs. Maintenant, 7% de la compréhension vient à partir des mots, rien que 7%, car 7%. Cela veut dire que les gens qui mettent beaucoup plus d'accent sur le discours pour convaincre un public, ils perdent leur temps. Ouais, parce que les gens ne retiennent que 7%. 7%. C'est la posture compte énormément. Comment est-ce que je transmets ces mots-là? Ce discours que je prononce, quelle intonation j'utilise? Et quand nous sommes dans la ligne gestes tonale, que je fais, comment est-ce que je transmets mes messages à travers des gestes? Parce que le corps parle lorsqu'on prend la parole. Oui. Et c'est ce qui permet aux gens, c'est ce qui permet à l'orateur de maintenir l'esprit des récepteurs éveillés. Ce sont les gestes. Absolument. Et c'est Confucius qui le dit, une image vaut 1000 mots. Et c'est plus facile lorsque les gens vous voient prendre la parole, avec des gestes, vous captez l'attention de ces gens-là, vous ne restez pas coincé quelque part ou planté quelque part. Mais on a un cas pratique, Sonny, là-dessus. Quand un orateur prend la parole devant un large public, s'il y a des gens qui sont derrière, ils font tout pour voir l'orateur. C'est ça. Alors c'est que pas juste la voix. Les haut-parleurs fonctionnent, ils entendent le message. Mais il fait tout pour... Tu as raison. Tu as raison. Et souvent, il demande aux gens qui sont peut-être assis et un peu plus devant de dire attention, vous me voyez un petit peu. Je vois attention, pas, je ne vois pas. Alors que la personne, on entend la personne. Tu as raison. Tu as raison, effectivement. Tout passe dans le cette visuel, performance, ce corps qui se pose. Les gens veulent le voir. On parle. Le corps parle lorsqu'on prend la parole. L'orateur doit gérer son arsenal gestuel et sa présence scénique globalement. C'est capital. Ma manière de m'habiller, les gestes que je fais sur scène, par rapport à tel ou tel public, est-ce que je peux peut-être là toucher n'importe quelle partie de mon corps par rapport à, en fait, si je prends la parole, etc. Les gestes parasites, l'effet camisole, le fait de croiser ses bras, les deux mains devant son sexe. Les gestes qui disent aux gens, attention, je n'ai pas besoin de vous, il faut partir, etc. Maintenant, il faut plus ou moins chercher à connaître ces éléments qui permettent, et si je reviens à cette question d'éloquence, qu'on parlait tout au début de l'émission. Justement, maintenant, pour être éloquent, il faut tenir compte de ces éléments-là, de ces gestes que nous faisons. Comment est-ce que l'amour aussi, quel mot nous faisons? Expressions au niveau du visage. Est-ce que nous sommes hyper sérieux devant le micro? Sommes-nous généreux, sympathiques, souriants? Tout ça capte l'attention des gens. Et ce sourire-là, lorsque nous prenons le micro, va influer les gens, ça va les influencer. Les gens vont se retrouver. Mais il est agréable ce garçon, il sourit, cette dame, elle est contente de parler. C'est ce qui rend éloquent. Lorsqu'on prend la parole, et peut-être là, il y a les expressions au niveau du visage qui captent les gens, qui fascinent et qui donnent aux gens l'envie de continuer à écouter. Waouh, mais non, je voudrais quand même pas qu'il termine, ce monsieur-là, ou cette femme-là. Vraiment, j'ai un intérêt à l'écouter parler, à prendre la parole, parce que là, c'est extraordinaire. Ce n'est pas forcément les mots, mais c'est la manière de transmettre ces mots qui capte l'attention des gens qui reçoivent. Et notre façon de nous habiller dit des choses sur notre psychologie, sur notre vision du monde, et même sur notre positionnement politique et idéologique. Pas de doute. Quand je m'habille comme ça, à deux couleurs de chaque côté, ça dit quelque chose de moi. Ça dit qu'il est un petit peu anticonformiste, le garçon, sur les bords. Quand tu t'habilles comme ça, avec le costume bien rangé et la cravate, ça envoie aussi un signal sur toi. Un signal, un message. Donc du coup, tout ça participe à la communication ou à faire réussir la communication. Oui, il n'y a pas de doute. Sonny Lamar-Joseph, ce travail sur la communication pose aussi le principe de l'écoute active. L'écoute active intervient quand l'orateur est à l'écoute de son public, quand il interprète ses faits et gestes. Tu poses même dans ce livre-là des éléments à identifier pour savoir quand le public est intéressé ou pas par ce qu'on dit. Tu parles de la position des pieds. Tu parles si les gens se parlent, lorsque les gens se parlent au niveau du public. Si je fais une conférence, et là encore, c'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Si j'ai un intérêt, si mon intérêt particulier, c'est de transmettre un message et que les gens comprennent, je dois veiller sur ces éléments parce que là, mon intérêt, ce sont ces gens pour qui je prends la parole.
Donc je ne peux pas juste me contenter de prendre la parole. Ça m'arrive de rencontrer des professeurs, que ce soit à l'université ou à l'école. Peut-être ils prennent la parole et puis les enfants ou les élèves, les étudiants n'écoutent pas. Bon, ils continuent à parler. Ça ne leur dit rien du tout. Alors qu'au fond, vous prenez la parole pour ces gens-là. Et ces gens-là ne vous écoutent pas. Ils C'est vous un écoutent échec pas. Vous total perdez de votre temps. performance. Vous perdez votre temps. Maintenant, c'est assez important. Maintenant, si je prends la parole, pour avoir l'écoute active, je dois pouvoir balayer du regard mon public pour voir qui est là. Et peut-être s'il faut faire un rappel, si je connais les noms de ces gens, peut-être rappeler un tel, hey, tel, est-ce que ça va? Peut-être quelqu'un peut bien être là et physiquement et la personne n'est pas là psychologiquement. Je peux avoir des récepteurs perdus par rapport à leurs problèmes, leurs conditions de vie, etc. Et je prends la parole. Et tu t'imagines, si en tant qu'orateur, je prends la parole par devant un petit groupe de 30 personnes et que je me déplace, si je remarque au niveau de mon assemblée ou de mon public, que les yeux, si je me tiens debout ici et que je me déplace vers le côté gauche, et que les yeux des gens qui étaient sur moi au côté droit ne suivent pas le mouvement. Je dois pouvoir me dire, attention, je perds mon temps. Ouais. Parce que ces gens-là, ils sont tout simplement, ils sont présents physiquement, mais ils ne m'écoutent pas. Ils ne sont pas avec moi. Et qu'en est-il de la direction de leur menton? Comment ils sont orientés vers toi? Justement, est-ce qu'ils sont portés vers moi? Est-ce qu'ils ont de l'intérêt? Est-ce qu'ils ont de l'intérêt à m'écouter? Donc, c'est des trucs que les gens qui prennent la parole doivent chercher à comprendre. Maintenant, lorsqu'on constate que les gens ne sont pas intéressés, lorsqu'on constate un véritable désintérêt, que faire? Maintenant, est-ce que le sujet intéresse les gens? Absolument. Est-ce que le sujet correspond à l'âge mental des gens? Des gens, et tu as fait référence tout à l'heure à ces enfants de 9 ans. De 9 ans, absolument. Maintenant, il fallait t'adapter, il fallait plus ou moins te retrouver et te dire, mais qu'est-ce que je peux dire pour que ces enfants qui sont là, mais au niveau de parenthèse, c'est ce que j'ai fait quand je parle pour des adultes. C'est très théorique, je parle de la bibliothérapie, comment les livres prennent soin de nous. Mais avec ces enfants de 9 ans, le mot bibliothérapie n'est jamais sorti de ma bouche. J'ai raconté une histoire, un conte africain. Pour permettre aux gens, à ce public de ces garçons de 9 ans étaient passionnés par cette jeune fille de 9 ans. Les enfants aiment les histoires. Aiment les histoires. Et j'ai profité à la fin de l'histoire pour leur dire, voici l'avantage de lire les enfants. Vous allez rencontrer des histoires qui vont vous rendre heureux. Ils ont applaudi, ils étaient contents. Justement parce qu'ils se retrouvent. Et c'est ça la responsabilité de la personne qui prend la parole. C'est de permettre aux gens de se retrouver dans le discours. Il faut créer une zone de confort pour ton public. De se lire à travers le discours. De se retrouver pour dire, mais il parle pour moi. Je me retrouve à travers ce discours, mais waouh, mais c'est mon problème qu'il est en train d'exposer là. C'est de moi qu'il parle. Et maintenant, l'enfant qui te voit raconter une histoire, un petit conte africain et tout, il se retrouve dans l'histoire. Et maintenant, il t'accorde toute son attention et c'est la responsabilité de la personne qui prend la parole de le faire. Parce que ce n'est pas forcément, le public certainement doit venir et préparer. Le public doit avoir cette disposition, mais il est de la responsabilité de la personne qui prend la parole, si l'attention se perd un petit peu, d'aller la chercher. Et de porter peut-être, si c'est juste une blague, si c'est poser des questions pour voir... Faire dans les anecdotes, il faut créer une connexion. Certaines fois, Sonny, on n'a pas le temps de se préparer. Des fois, nous sommes pris à l'improviste. Tu dis, en improvisation, cela peut arriver d'avoir des trous de mémoire. Ça arrive qu'on ait un blanc à l'esprit, comme on dit. Comment réagir? Il ne faut pas paniquer si cela arrive. Reformulez immédiatement ce que vous venez de dire avec des mots, un ton, un rythme différent. En général, cela réenclenche le processus de mémorisation. 2. Sinon, faites n'importe quoi avec le public pour gagner du temps. L'importance de la fameuse langue de bois, la fonction fatigue du langage également peut être mobilisée à ce niveau-là. Ou alors, jouez sur l'honnêteté et l'humour. Faites participer le public. C'est là qu'intervient l'élément autodérision. Le fait de se tourner en bourrique, ça amuse le public et ça se fait aimer. Ne pas trop se prendre au sérieux. La meilleure façon de se faire aimer d'un public, c'est de ne pas s'aimer soi-même devant son public. Et ne pas trop se prendre Dès lors que l'orateur se dit, moi je suis hyper bien, je parle très bien, je m'appelle un tel, les gens ne te prennent plus au sérieux. Et c'est pas à toi de le dire. Dès que tu dis, je suis bête comme le sol, je suis incapable d'intelligence, les gens te regardent, Donc les gens aiment bien que l'orateur se mette en ridicule quelquefois. Mais c'est des techniques que l'on utilise pour arriver à faire impact, pour arriver à capter l'attention des gens.
Parce que là, souvent, on est en train de parler d'écoute, mais l'écoute, c'est différent. Ça crée l'écoute active et ça donne du temps. J'ouvre encore une autre parenthèse très rapidement. Hier soir, j'appelle une femme. Et une femme autour de 8h30 pour une histoire d'appartement. Là, j'ai dit à la dame, ah madame, excusez-moi, peut-être qu'il est trop tard pour vous appeler. Et là, elle me répond, mais oui, mais vous ne serez pas trop long. J'ai dit, non. Et ma parole est de la même taille que moi. Elle fait 1m62. La dame était contente. Tu as rassuré. Je l'ai rassuré. Avec une blague, avec de l'autodérision, et les gens aiment bien cet élément-là. Effectivement, il n'y a pas de doute. Et ça, il faut le travailler. Tu donnes des trucs et des astuces à des orateurs. Tu dis, bougez pour éviter le trac. Levez-vous, respirez, déplacez-vous. Bouche sèche. Tu dis, boire ne sert à rien. Forcez-vous à saliver. Petit A, se mordre la langue pour saliver, mais pas trop fort. Ancrage, ouvrez votre réfrigérateur et coupez un quartier de citron, croquez dedans. Vous salivez. Remémorez-vous cet instant, vous saliverez immédiatement. Mémorisez plus vite et mieux. Donc, moi, la technique du citron n'est pas mal. Mais tu dis, boire ne sert à rien. Il faut se forcer à saliver. C'est mieux de saliver. On peut toujours boire. Mais parce que ce qui arrive, c'est juste chercher à avoir la maîtrise de la situation. On peut toujours boire et avoir à nouveau la bouche, les lèvres sèches. Mais on a parlé de positiver tout à l'heure. C'est arriver à positiver et se dire, mais je suis déjà face au mur, je suis déjà face à ce public-là. Il faut que je donne une performance. Il faut que je la meilleure donne façon, une Sonny performance Lamar-Joseph, de parler en public avec aisance, la meilleure façon serait d'être cultivé. Pas de doute. La préparation. Ouais. C'est là que, pour gérer l'improvisation, par exemple, la grande technique, c'est avoir une culture générale. On n'improvise pas sur ce qu'on ne sait pas. Et puis en plus, je dis souvent qu'il n'y a pas d'improvisation au sens pur. On ne peut pas m'inviter à venir improviser sur les sciences quantiques, par exemple. Ce n'est pas mon domaine. Je ne connais pas grand-chose. Ou sur la médecine. On improvise sur ce qu'on sait. On improvise sur son domaine. Donc, l'improvisation, généralement, c'est juste venir partager avec des gens, pas dans un ordre, je dirais, assez rigide. Normé, préparé à l'avance. Mais au moins, c'est sur la base de mes expériences. J'improvise sur ce que je sais, j'improvise sur mes expériences, sur ma culture. Il faut être dans un épistémé qu'on connaît. Voilà, dans un champ de connaissances qu'on connaît. Donc maintenant, on n'improvise pas, je reprends, on n'improvise pas à partir de rien. Et quelqu'un ne peut pas juste venir improviser sur un domaine qu'il ne maîtrise pas. Si tu appelles D'Angelo à venir parler animation, parler littérature, etc., même s'il ne s'était pas préparé, il va... OK, combien de temps il vous faudra? Je me prépare pour présenter 15-20 minutes sur la littérature sans aucun problème. Le même D'Angelo sur la géologie, sur la stratigraphie. Tu ne pourras pas. Absolument pas. Justement, tu improvises, ou généralement les gens improvisent sur ce qu'ils savent. Et c'est là qu'il faut être honnête aussi. Lorsqu'on ne connaît vraiment pas l'épistémé, le champ de connaissances, il faut dire aux gens, je suis fort c'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine. C'est pas grave de dire ça. Mais ça, c'est une question de probité intellectuelle. C'est une de sagesse, dire aux gens non. Mais il y a des gens qui pensent peut-être qui veulent projeter cette image, justement. Il y a des gens qui veulent donner cette image, je sais tout. Le pic de la Mirandole, peut-être la personne qui maîtrise tout, qui sait tout. Mais c'est faux. Et malheureusement, on ne peut pas tout savoir. Le champ de la connaissance est tellement vaste. Jamais. Là, c'est à l'Antiquité qu'on pouvait au moins tout savoir. Sonny Lamar-Joseph, c'était un plaisir de te recevoir sur mon plateau. Communication, passage obligé. Dis-nous maintenant où est-ce que les gens peuvent trouver ce livre. Alors, les gens peuvent le trouver à la Presse évangélique, c'est également à la librairie de la Pléiade, mais c'est aussi en ligne parce qu'il y a les éditions universitaires européennes qui avaient accepté de publier et c'est sur toutes les plateformes on va trouver communication. Sur Amazon, sur Amazon, eBay et tout. On va trouver facilement de communication passage obligé, que ce soit en ligne ou en IT. Voilà, ça c'est dit. Mesdames et messieurs, vous l'aviez bien compris, la parole est de la magie et le monde est mystique. Quand vous ne savez pas parler, vous ratez les 3/4 de votre vie. Achetez donc ce livre, ça va vous mettre sur la voie, sur la route de l'éloquence. Allez, respirez. Maintenant, place à la rubrique Temps Science. Nous allons parler des arcs-en-ciel. Qu'est-ce que c'est un arc-en-ciel ?
Émilie a assuré le maquillage, Stanley est chaud, Fekir est là, Gamin est au point, Barreau est au top de sa forme, Alphonse coordonne toute l'équipe. Que voulez-vous? L'équipe Délivrez-vous est arrosée par la présence de mon ami Spencer et d'autres amis pour la photographie. Ça s'appelle Gadon Bonheur et Maître Philippe Junior Volmar, il nous est revenu. Il nous est revenu célibataire. Je suis comme la mère, je ne peux pas conserver la crasse. Il y a quelques mois, Maître Volmar était en couple. Là maintenant, il est célibataire. Et aujourd'hui, un sujet sérieux, pointilleux à Délivrez-vous. On va parler d'eschatologie, mais d'eschatologie cosmologique. Maître Volmar, comment on y est? On commence par comment on y est, avant d'entrer dans le concept là. En forme. En forme. Dans le bonheur, comme d'habitude. Au célibataire, mais en forme. Bon. On fait avec. On fait avec. Maître Volmar, La terre continue je viens de à tourner. parler d'eschatologie. On a essayé de faire un grand monde femme qui a 45 ans, comprendre ça veut dire eschatologie. Bon, eschatologie, c'est ensemble. Comment l'écrire en français déjà? E-S-C-H. Et bon, Ouais, ça se prononce. tologie, voilà, eschatologie. Hein? Donc, et c'est des réflexions sur la fin du monde, ou bien des textes sur la fin du monde, ou bien des prévisions de la fin du monde, comme par exemple Apocalypse. Ok, Donc, n'a pas qu'un ça. Apocalypse, c'est un livre eschatologique. Voilà, on a qu'un ça. Donc, eschatologie, c'est réflexion sur la fin du monde. Fin du monde, ouais. Ou sur des fins du monde possibles. Oui, oui. Et on dit Apocalypse, c'est par exemple un livre qui dans La Bible. l'autre gros livre, il est la Bible. Ouais. Qui mon petit mon cœur et Apocalypse, c'est un livre eschatologie dans le sens où les gains ont parole d'hypothèse sur la fin du monde. Oui. Kounia, ça veut dire Maître Volmar, eschatologie cosmologique. En fait, c'est mobiliser les théories de la cosmologie, qui déjà lui-même, c'est une science qui a étudié l'univers, et mécanismes, fonctionnement, etc., origine, tout. Donc, c'est mobiliser théories qui sortent de la connaissance ça, pour comprendre vers quoi l'univers se dirige. C'est-à-dire comment l'univers là est pour le finir. Ça veut dire, nous partons son premier postulat, l'univers est pour le finir, il est pour le disparaître. On ne pas dire le système solaire dans lequel nous sommes, non. On dit l'univers, la totalité de l'existant est appelé à disparaître à un moment. Oui, et disparaître, ça prend plusieurs formes. Disparaître, par exemple, c'est pas que l'univers lui-même disparaît, mais c'est juste que ensemble de mouvements que nous connaissons là-dedans, capable de suspendre. Bon, déjà, nous faisons liste, quoi. Gain, et ça veut dire le Big Crunch. Big Crunch, c'est le fait que, alors, c'est l'opposé du Big Bang. Le Big Bang, c'est l'univers qui était passé d'un point en singularité, et puis qui gonflait de seul coup, ça aurait les explosions, mais ce n'est pas l'exploser au fait. C'est une expansion de l'univers, c'est gonfler d'un seul coup, plus vite même que la lumière, qui vient de l'univers qu'on y a. Donc maintenant, on dit que c'est élan univers là qui fait la grossie, parce qu'actuellement, l'univers n'est pas arrêté, alors l'espace de l'univers, pas arrêté statique, l'a grandi d'instant en instant. Et l'a grandi d'autant vite que temps a passé. Donc, distance qui séparait galaxie que nous la donnons, qui c'est la Voie lactée, par rapport à une autre galaxie, augmentée parce que l'univers a étendu. L'expansion de l'univers, c'est comme si on a fait plusieurs petits points sur un ballon, blad, et pour gonfler. Donc, au fur et à mesure que blad l'a gonflé, au fur et à mesure que voilà. Éloigné de l'autre. Voilà. Donc, maintenant, ils pensaient que c'est des hypothèses, hein, c'est que l'énergie qui fait que l'univers là a gonflé, il est pour le diminuer, et la gravitation, qui c'est une force qui fait que nous étions pieds, nous étions collés sous terre à le nouveau l'air, il est pour faire que l'univers là fermé sur lui-même. Donc, fait un mouvement inverse là. Pendant en expansion qu'on y a. Donc, maintenant, arrivé à un moment de l'histoire, la gravitation va prendre le pas sous force qu'a fait l'univers là. L'univers vient reculer. Là, pour reculer, pour venir fermer, pour le retourner dans le point où il était avant. Du coup, c'est également la disparition du temps et de l'espace. Oui, parce que le temps et l'espace, c'est déjà une partie de ce qui constitue l'univers. Parce que c'est le temps, c'est l'espace, ou du moins, on est capable de dire, c'est l'espace-temps, la matière et l'énergie. OK. Donc, tout ça, c'est une hypothèse. Une hypothèse. Là, on rappelle à tout le monde que nous sommes dans un domaine qui s'appelle l'eschatologie cosmologique, qui a essayé, qui fait possible l'univers nous là-dedans a gagné. Une première hypothèse, c'est le Big Crunch. Oui. Deuxième hypothèse, M. Volmar. Alors, deuxième hypothèse là, c'est un univers qui pas jamais suspend l'éternité, donc qui est pour l'éternité à l'infini, expansion ça pas jamais camper.
Mais sur des milliards d'années, pas gain une étoile encore. Parce que tout a fait brûler l'énergie. Parce que une étoile, il a un temps de vie. Comme par exemple pour le Soleil, c'est une étoile qui gagne un nombre de vie qui est autour de 10 jusqu'à 30 milliards d'années d'existence. Donc, il y a des étoiles qui sont beaucoup plus massives, qui vivent moins longtemps, donc 500 millions d'années par exemple. Donc, toute étoile, il peut finir. Parce qu'il y a un carburant qui a brûlé, qui c'est hydrogène. L'hydrogène va transformer en hélium. Après ça, l'hélium va transformer en carbone, etc. Jusqu'à ce qu'il finisse par arriver à un niveau de transformation que le Soleil n'a pas qu'à utiliser encore le saltournon en naine blanche. Naine blanche, c'est quand on a brûlé et puis qui pas continuer à brûler encore, mais qui est toujours gain chaleur là-dedans. Tu vois, c'est comme si tu mets ton fer sous du fer. Et maintenant, on retire du fer, mais il est toujours lumineux, il est toujours rouge. Donc, chaleur, ça le fait que la peut mettre des rayonnements. Maintenant, après des milliards d'années encore, naine blanche, ça va tourner des naines noires. Ça c'est comme si le fer avait une frette. Donc, il ne va pas émettre aucune lumière encore. Donc, nous allons vivre dans un univers qui n'a aucune lumière là-dedans. Donc, un univers tout noir, pas aucune vie possible, puisque la vie n'est pas possible sans étoiles. Sans étoiles, sans lumière et tout. Et comment deuxième hypothèse ça relève? Eh bien, c'est un univers, pas grand nom particulier, non, mais c'est juste que c'est un univers qui ne va jamais disparaître, et puis qui est vide. Qui est vide, comme si l'espace a toujours existé. Oui, l'espace et le temps ont toujours existé. Si tu veux, ce sont les êtres cosmiques qui vont disparaître, les planètes. En fait, il n'y aura que des naines noirs, et puis aussi il y a les trous noirs aussi. Mais avec la théorie de Stephen Hawking, il y a des hypothèses qui font comprendre que même les trous noirs disparaîtront. Parce que, je t'ai dit que tout ça qui est entré dans le trou noir n'est pas sorti. Absolument. Mais Stephen Hawking dit lui-même qu'il y a des rayonnements qui font que le trou noir là toujours un barrage qui a évaporé. Donc, après des milliards et des milliards d'années, donc tout trou noir a évaporé, donc pas de trou noir encore. Donc, selon cette théorie. Il y a une autre théorie qui est beaucoup plus dramatique encore, qui c'est après des milliards et des milliards d'années. C'est toujours sur des milliards d'années. Des milliards et des milliards d'années, les protons sont instables sur le long terme. Donc, le proton qui constitue l'atome, pour tout le monde capteur de nous là, il songé qu'un noyau, un atome, il y a un neutron et puis il y a un proton là-dedans. Donc, proton, ils paraissent nous stables parce qu'à l'échelle d'une vie humaine, c'est rien du tout, mais à l'échelle de la cosmologie, il y a un nombre de temps, ils ont estimé qu'il est fort probable que le proton est stable et qu'il a désagrégé la matière. Et du coup, c'est la matière qui se désagrège. Donc, ça, c'est la troisième hypothèse. Donc, maintenant, il y a un quatrième qui c'est le Big Rip. C'est que l'univers est tellement appétendant qu'après un moment, même le tissu même de l'espace va se déchirer. Donc, voilà. Donc, ça, c'est en gros toute hypothèse possible de l'avenir de l'univers. Mais bien entendu, au fur et à mesure que la connaissance a augmenté dans la cosmologie, point de vue, ça y a paraît plus valable. Mais il y a une fin du monde qui est beaucoup plus proche de nous et qui n'est pas une hypothèse qui est certaine. C'est la fin du système solaire, ça c'est clair. De notre système solaire. De notre système solaire. C'est clair que dans 7 milliards d'années, le Soleil aura consommé tout son hydrogène. Donc là, ça va commencer à bouler hélium. Et pendant le processus, ça, il a gonflé en dimension. Là, tellement vu plus gros que la chauffer la tête rouge. Mais non, mais même pas chauffer, la peut évaporer ça. Donc ça, Mercure, Vénus, tout ça va disparaître parce que le Soleil là quasiment englouti parce que surface Soleil là a privé dans l'environnement de la Terre, sinon même plus loin. Là, nous sommes sur 7 milliards d'années. Nous sommes sur 7 milliards d'années. Donc, ces générations qui viennent après nous, qui a vivre des moments aussi douloureux, mais au moins, notre génération a pu inventer un domaine de la pensée, un protocole scientifique qui s'appelle l'eschatologie cosmologique, qui nous permet de réfléchir sur ces fins du monde possibles. Maître Volmar, merci beaucoup. À bientôt, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour un autre temps science. Écoutez, merci à Primo Oman, mon premier invité. Merci encore une fois à Maître Volmar qui m'accompagne dans cette rubrique. Merci à Spencer et à sa bande pour la photographie. Merci à l'équipe technique de la télé, Stanley, Fekier, Gamin, Émilie, Barreau, le monteur Jimmy. Ça fait une grosse équipe et sans oublier notre ingénieur du son et moi, M. Barbu, M. Barbu, on prend Grégory et petit Babli, on va nous frapper. Mais vous savez, le son Grégory, c'est notre ingénieur de son à Délivrez-vous. C'est toute une équipe qui permet à ce projet télévisuel d'exister et d'arriver sur vos écrans. Je vous dis, gardons bonheur dans le monde. Il doit y avoir deux êtres. Des livres et vous.